Ok, on va parler de matos. Même si, techniquement, il y a besoin de rien, si ce n'est des bras et des jambes, pour pouvoir grimper. Il suffit de regarder Mowgli se mouvoir dans les arbres, Tarzan aussi, Alain Robert sur les buildings, ou encore Patrick Edlinger ou Alex Honnold sur des parois vertigineuses pour s'en convaincre. Comment ça? Vous tenez à votre vie? Ah ok. À part dans la littérature et pour certains athlètes, l'escalade, dans son évolution depuis les années 80, a vu se développer pas mal de matériel afin de renforcer au maximum la sécurité de ceux qui la pratiquent. Aseptisation et conjuration diront certains, simple bon sens diront les autres. Toutefois, un appareil de sécurité, quel qu'il soit, n'a de sens qu'aux normes et parfaitement utilisé. Il faut certes avoir confiance dans le matériel, c'est même une des bases de l'escalade, mais il ne faut pas oublier de vérifier son entretien et son bonne utilisation. Donc, non, une corde de plus de 3 ans, utilisée régulièrement, ne devrait plus assurer la vie de qui que ce soit. Ok, commençons par l'élément qui vous permettra de vous relier, vous, grimpeur, à tout le reste, en fait. Le baudrier. D'une construction assez simple, il s'enfile comme un pantalon et il est composé des éléments suivants. Une sangle de taille qui doit être ajustée et bien serrée afin que le baudrier soit maintenu et que vous ne vous retrouviez pas la tête en bas si jamais vous faisiez une mauvaise chute. Il y a une fois un mec qui m'a raconté cette mésaventure où il a dû venir se retenir comme ça la tête en bas pour ne pas mourir tout simplement. Ça ne fait pas envie, serrez bien les sangles de la taille de votre baudrier. Il y a aussi des sangles au niveau des jambes qui, elles, peuvent être un petit peu moins serrées. Vous retrouverez également des petits portes matériels sur lesquels vous ne devez évidemment jamais vous accrocher. Ils ne servent qu'à y mettre vos dégaines, vos mousquetons, votre petit porte-bonheur, etc., etc. Enfin, 3 pontets, qui sont les éléments les plus solides du baudrier. Celui au milieu, le pontet central, sert à y installer les appareils d'assurage et votre vache, sur lesquels on reviendra, tandis que les 2 autres servent à y accueillir votre corde qui vous permettra de grimper. Sûrement l'élément principal de la chaîne qui porte le même nom, c'est cet appareil qui vous permettra de vous relier, vous, grimpeur, avec votre assureur. Avec l'avènement des différents constructeurs, il en existe de plusieurs types, mais le système à tube étant le plus répandu, c'est avec celui-ci qu'il faudra vous familiariser en premier. De plus, c'est également le plus polyvalent. Il permet la descente en rappel, l'assurage de 2 grimpeurs en même temps, la progression en grande voie, etc., etc. Vous devez donc impérativement le maîtriser avant même d'envisager l'achat d'un appareil à freinage assisté comme le gris-gris par exemple. Toutefois, une fois maîtrisé, ça pourrait être intéressant d'investir pour la couenne, l'escalade d'une seule longueur, dans un de ces appareils. En effet, il va quand même fournir une sécurité supplémentaire et il est surtout bien plus confortable à utiliser, particulièrement lorsque le grimpeur pendouille dans sa corde et qu'il médite bien trop longtemps sur son incapacité à passer ce fichu crux. Sec, ouais c'est bon. Sec, 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 sec. Vous n'aurez alors plus à tirer sur la corde comme un bourrin pour le retenir, vous épuisant au passage avant votre run, et surtout vous ne vous ferez pas engueuler toutes les 5 minutes parce que c'est incapable et descendu de 5 cm. Ouais. Tu peux me sécher s'il te plaît? Oh, je me repose. Sec, s'il te plaît, sec, sec, sec. Je sais que c'est pas toi qui fais exprès, mais la corde elle descend là. Mais bon. Pourquoi je descends, Pierre? Oh. Tu peux sécher, s'il te plaît, je vais monter un peu. Voilà. C'est histoire d'avoir le moins d'efforts à faire possible pour me relancer derrière. Et oui, la vie d'un assureur n'est pas facile. Dans le froid, en plein soleil, à subir les aléas des échecs du grimpeur, alors autant s'apporter un petit peu de confort.
Les mousquetons. Ça, c'est bien quelque chose que tout le monde a déjà vu, que tout le monde a déjà sûrement utilisé, même avant l'escalade. Et pourtant, même sur quelque chose d'aussi simple, il y a quand même des petits trucs à dire. Il vous servira à relier votre appareil d'assurage à votre baudrier pour construire un relais, faire la manip en haute voie, accrocher vos chaussons, etc., etc., etc. Il y a toujours besoin de mousquetons, c'est toujours utile d'en avoir plein. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes, et si comme moi vous êtes du genre maniaque, n'hésitez pas à aller lire de longs articles sur leur histoire, sur leur évolution et sur les types de mousquetons spécifiques à chaque utilisation. Si concrètement vous en fichez et que vous souhaitez juste grimper, regardez simplement la suite de la vidéo. Avant l'achat d'un mousqueton, vous aurez quand même une chose à vérifier, sa résistance. En général, on va la retrouver ici, sur sa tranche. Elle est exprimée en kilonewtons, et si comme moi vous n'avez aucune idée d'à quoi ça correspond, dites-vous qu'en général, le grand axe dans l'escalade doit être compris entre 20 et 30 kN et que le petit ici, entre 8 et 10. Évidemment, ces mesures impliquent que le mousqueton soit fermé. Vous devez donc à tout prix éviter qu'il se retrouve comme ça. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Vos mousquetons devront également avoir un système de verrouillage, soit à vis, comme celui-là, soit automatique pour qu'il soit considéré comme de sécurité. Donc non, n'utilisez pas les mousquetons de vos dégaines pour vous éviter l'achat d'un mousqueton supplémentaire. C'est pas une bonne idée. Il y en a qui préfèrent le verrouillage à vis, d'autres qui préfèrent le verrouillage automatique. En général, ces derniers sont un peu plus chiants à ouvrir, mais ils présentent quand même l'avantage d'éviter l'erreur humaine lors du verrouillage, et ils sont donc quand même à considérer. Enfin, pour le mousqueton qui est relié à votre appareil d'assurage, ça peut être judicieux d'en prendre un avec ce petit ch'tibidi. En fait, il permet de l'accrocher dans votre pontée et d'éviter que le mousqueton se retourne dans tous les sens. Enfin, extrêmement important, n'achetez jamais de mousqueton ou quelque appareil de sécurité que ce soit hors des magasins spécialisés. Les mousquetons de marque générique qu'on retrouve chez Amazon par exemple ne respectent pas les indications de résistance des fabricants. Il y a beaucoup de tests là-dessus et c'est assez badant à regarder. Sur la voie, les dégaines, ce seront vos meilleurs amis. Et chaque fois que vous arriverez à leur hauteur, un profond sentiment de soulagement vous envahira. Ah putain, elle est à l'envers ta dégaine de merde là. C'est l'enfer. Ta dégaine elle est à l'envers, elle a tourné. Vous pourrez vous reposer à leur hauteur. Elles vous permettront d'honteusement tricher lorsque vous n'arriverez pas à passer un move. Ok. Sac. Bref, vous allez les kiffer. Une dégaine, c'est l'élément qui vous permet de vous sécuriser tout au long de votre progression dans la voie. Lorsque vous arrivez au point d'ancrage, vous clippez la dégaine dans ce dernier, avant de mousquetonner la corde à l'intérieur, en faisant attention à ce qu'elle soit dans le bon sens. La dégaine, elle est composée de 2 mousquetons reliés par un bout de sangle, et donc il faut faire attention à ce que le mousqueton libre s'accroche au point, et que celui du bas, qui est un peu plus fermé, vienne accueillir la corde. Et surtout, pourquoi il ne faut pas se tromper de sens? C'est en termes de sécurité, l'érosion causée par le frottement du point dans le mousqueton du haut pourrait venir abîmer la corde si elle venait à passer dedans. Des dégaines, il en existe de plein de types, de plein de confections différentes. Longue ou courte, bois plein ou bois fil, sangle fine ou large, etc. etc. Mais honnêtement, avant d'arriver à un haut niveau, le type de dégaine que vous utiliserez fera pas vraiment de différence dans votre grimpe et il s'agira surtout de préférences personnelles. Toutefois, même des dégaines simples, ça peut être intéressant parfois de pouvoir venir les rallonger afin de diminuer le tirage entraîné par les écarts de points ou pour permettre à un grimpeur vraiment petit d'arriver à clipper plus facilement. Moi, je suis petit et j'aimerais qu'on me mette un peu plus régulièrement des dégaines rallongées dans mes voies. Et que je galère moins. Enfin,
En ce qui concerne le nombre de dégaines à avoir, la plupart des voies vont en général en requérir entre 7 et 15. Toutefois, il y a quelques voies qui peuvent en demander jusqu'à 16 ou 17, donc en avoir une vingtaine par couple de grimpeurs vous permettra de faire vraiment quasiment toutes les voies que vous allez rencontrer. Et encore une fois, c'est bien d'en avoir un peu plus pour pouvoir en rallonger. Parce qu'évidemment, une dégaine rallongée, ça vous coûte de dégaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez. Quoi qu'il en soit, reportez-vous toujours au dépôt pour connaître le nombre de dégaines et prenez-en une ou deux de plus au cas où. Ça pèse pas lourd. Bon, j'ai dit que les dégaines seraient vos meilleurs amis sur la voie. En réalité, il est possible que ce soit plutôt votre corde. Comme pour le reste du matériel, il en existe une sacrée variété. Simple, à double, jumelé, statique, dynamique, etc. etc. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur celles qui vont nous intéresser pour l'escalade d'une seule longueur, les cordes à simple dynamiques. Une corde à simple, représentée par un petit 1, signifie que la corde s'utilise seule, elle n'en a pas besoin d'une deuxième. Une corde dynamique, c'est une corde qui va s'étirer de façon à réduire considérablement l'impact lors d'une chute pour éviter que le corps du grimpeur ne se brise. Ah, merde. Pieds. Merde. Hop là. Ça va ? Vu leur simplicité d'utilisation doublée à leur sécurité, c'est donc naturellement vers celle-ci qu'on va se tourner pour l'escalade d'une longueur. Dans les cordes à simple, il en existe de nombreux diamètres différents, généralement compris entre 9 et 10 mm. Et oui, même si on n'a qu'un millimètre de différence, au niveau du poids et du diamètre, ça fait pas mal. Pour le choix du diamètre, encore une fois, ce sera surtout des préférences personnelles. Il faudra quand même garder à l'esprit qu'une corde fine sera en général plus agréable et plus légère qu'une corde plus épaisse, donc plus sympa à utiliser, mais un petit peu moins résistante dans le temps qu'une corde plus épaisse. Il faut aussi vérifier à ce que votre appareil d'assurage soit compatible avec le diamètre de la corde, mais dans ces eaux-là, vous ne devriez vraiment pas avoir de problème. En ce qui concerne la taille de la corde, en général en Quen, les voies vont faire entre 8 et 40 mètres pour les plus longues, donc avec une corde de 80 mètres, ça vous permettra de faire à peu près toutes les voies que vous allez trouver. En général, le milieu est indiqué par une marque noire qui permet de s'y repérer. Attention toutefois, si jamais vous coupez un bout de votre corde parce qu'il est usé, si vous ne faites pas l'autre côté, le dit bout noir n'indiquera plus le milieu. En effet, c'est généralement les extrémités de la corde qui vont s'abîmer le plus vite. Et pour éviter d'avoir à la jeter prématurément, il suffit d'en couper un bout, proprement, avec un couteau bien aiguisé, et en brûlant l'extrémité pour éviter que la corde ne s'effiloche. Si vous pouvez faire en sorte que la corde se touche en la pliant, c'est qu'elle est abîmée et qu'il faut couper. De même, si au bout d'un moment, vous coupez, mais que même vers le milieu, vous voyez que la gaine se retrouve abîmée, il faudra penser à changer de corde. Car plus une corde est abîmée, plus vite elle continuera de s'abîmer. Et vraiment, vous n'avez pas envie que votre corde lâche. Évidemment, dépend de son utilisation, mais pour vous donner une idée, grosso modo, utilisée de manière hebdomadaire, la corde devrait vous durer entre 1 et 2 ans. Pour préserver un petit peu sa durée de vie, vous pouvez utiliser déjà un sac à cordes qui permettra de la garder propre, parce qu'en effet, la poussière et la magnésie les abîment et ce, bien plus qu'on ne le pense. Enfin, vous pouvez aussi tout simplement les laver à la machine, sans savon et à l'eau froide. Pour le petit bonus, certaines cordes ont un revêtement dit dry. C'est un petit ch'tibidi qui sont venus mettre par-dessus la corde qui permet pas de les rendre plus sûres, mais de les faire durer plus longtemps. Elles vont moins vite s'abîmer et seront moins sujettes à l'humidité. Elles valent environ un tiers plus cher, mais tiennent quand même mieux qu'une corde sans ce revêtement. Leur achat sera donc assez pertinent si vous sortez au moins une fois par semaine en falaise
ou que vous habitez dans un environnement humide, comme une île tropicale. Vous savez ce qui alimente le plus de discussions en escalade? Ouais, les chaussons. Toutes les marques prétendent avoir les meilleurs, il en existe de plein de types pour à peu près tous les usages, du bloc, de la voie, de la grande voie, du dévers, de la dalle, etc., etc. Et si je devais essayer de faire une liste exhaustive de tous les chaussons sur le marché, j'y serais encore l'année prochaine. J'irai donc assez vite sur les chaussons, vu que c'est surtout quelque chose de très personnel. Le plus important, c'est qu'ils vous conviennent. Donc, comment choisir vos chaussons? Allez dans un magasin, demandez à voir les chaussons pour la pratique que vous souhaitez, sélectionnez ceux qui vous plaisent le plus physiquement, essayez-les tous et reportez avec les plus confortables. Honnêtement, pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Oui, les chaussons doivent être serrés et maintenir votre pied. Le maintenir, pas le broyer. Donc, arrêtez d'écouter cette vieille légende urbaine qui dit qu'il faut les prendre 5 à 6 pointures en dessous. Une, voire 2 maximum suffisent dans 90% des cas. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est la fréquence à laquelle vous pourrez les retirer. Effectivement, si vous faites que du bloc ou la voie, le bloc dure 15 secondes que vous pouvez les enlever après, ça peut s'entendre de les prendre un peu plus serrés. Toutefois, si vous débutez, ce qui est probablement le cas, vous n'allez pas investir dans 5 paires de chaussons différentes. Donc essayez d'en choisir des plutôt polyvalents et si possible pas les premiers prix de Decathlon que vous allez remplacer assez rapidement parce que vous verrez vite qu'ils ne vous conviennent pas. Pour les laver, vous pouvez simplement brosser la semelle et passer un petit coup d'éponge dessus. Pensez aussi à les laisser aérer pour éviter qu'ils ne puent trop. Et surtout, n'oubliez pas de placer les chaussons tout en haut de votre sac à excuses dès que vous tomberez dans une voie. Rappelez-vous, ce n'est jamais vous qui manquez de technique, mais bien les chaussons qui manquent d'adhérence. Quand les premiers grimpeurs ont voulu tester la solidité de leurs cordes, vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont accroché une vache au bout et ils l'ont jetée du haut de leur grange pour vérifier si la corde allait cacher ou non. Même si aujourd'hui les grimpeurs fichent la paix à ces pauvres bovins, pour une raison que j'ignore, le nom est resté. Alors la vache, simple ou double, réglable ou non, reliée grâce à une tête d'alouette sur votre pontet central et dotée de mousquetons de sécurité, votre vache vous permet principalement de vous accrocher au relais et de vous libérer les mains afin de réaliser la manip. Mais ça peut servir à plein d'autres choses, notamment à honteusement vous reposer sur un point dans une voie. Et... Putain, c'est trempé. Ouais. Alors là, tu vois, quand c'est mouillé comme ça, le sac à excuses, c'est parfait. Hein. En fait, c'est pas le crux qui est trop dur, hein. Mais c'est mouillé. La plupart sont composées d'un bout de corde semi-dynamique et elle permet d'absorber une petite chute, même si ça reste à éviter au maximum. Si jamais vous utilisez une élingue ou une sangle en guise de vache, vous ne devez absolument pas tomber. Ça reviendrait à se prendre une chute en étant accroché avec une chaîne au baudrier, vu la staticité de ces éléments. Donc, si vous tombez, surtout au-dessus du relais, en étant accroché par une sangle, vous risquez de vous briser vous ou le relais. Donc, personnellement, je déconseillerais ce type de vache, même si elles peuvent éventuellement dépanner. Sur les voies, on peut aussi voir des grimpeurs qui se vachent avec 2 dégaines. Pour la même raison, je pense que c'est une pratique à éviter. Il vaut mieux se confectionner, si on n'a pas de vraies vaches, se confectionner une longe avec un nœud de cabestan directement avec sa corde. Le ficellou. Mon Dieu que ce nom est mignon.
Le ficellou, c'est ce petit bout de cordelette relié par un double nœud de pêcheur, et vu son importance de matière en sécurité, je pense que tout le monde devrait en avoir un accroché à son baudrier, c'est pourquoi je les mets ici, même si j'imagine que c'est pas le premier truc auquel on pense lorsqu'on cherche du matos d'escalade. À quoi ça sert ? En fait, il vous servira principalement à réaliser des nœuds autobloquants comme le mâchard ou le prussique pour les plus connus, afin de descendre d'une voie en toute sécurité dans certains cas. Les plus courants, ce sera lors d'un rappel où il vous permettra de lâcher les mains sans vous écraser au sol. C'est très utile, notamment si votre corde vient se coincer dans une racine, dans une branche ou je sais pas quoi, lorsque vous l'avez lancé. Vraiment, il vaut mieux avoir deux mains pour décoincer sa corde. À part pour les rappels, on utilisera le ficellou pour réaliser un nœud autobloquant si le relais est douteux. En gros, si vous arrivez au relais que vous voyez qu'il est tout pourri, rouillé, que les points bougent, etc., utilisez un nœud autobloquant. Faites pas confiance à ce vieux relais pourri. Il permettra ainsi, s'il venait à lâcher, de nous retenir à la dégaine suivante. Dans le même genre de cas, on utilisera notre ficellou pour faire une réchappe sur une voie qu'on n'arrive pas à finir. Ça arrive à tout le monde et on voit souvent des gens se dire qu'ils vont laisser une dégaine. C'est complètement stupide, apprenez à faire une réchappe et vous n'aurez pas abandonné de dégaine. Et surtout, même juste une dégaine ne suffit pas. Il faut quand même un nœud autobloquant pour vous sécuriser de la même manière. Enfin, le ficellou pourra servir à d'autres usages un peu plus spécifiques, comme un mouflage ou une pédale de remontée sur corde, mais en étant débutant, on rencontre tout de même ces situations vachement moins fréquentes. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est moche. C'est ridicule, ça tient chaud, ça gratte. Et pourtant, le casque est primordial et on voit encore beaucoup trop de grimpeurs grimper sans. Et pourtant, c'est fréquent. Les chutes de cailloux, de roches, de rochers, de caillasses. C'est assez rigolo le nombre de mots qu'on a en français pour appeler ces petits machins qui peuvent vous tuer si ça vous tombe sur la tête. Quoi qu'il en soit, trop de grimpeurs ne portent pas de casque. Et pourtant, je ne peux que vous encourager à aller regarder des vidéos ou des photos de casques complètement fendus après une chute de pierre dessus. Si jamais vous n'avez qu'un seul casque pour deux, c'est-à-dire un grimpeur et un assureur, déjà c'est pas bien, tout le monde doit avoir son casque, mais si jamais c'est le cas, même si ça peut sembler un peu contre-intuitif, il vaut mieux que ce soit l'assureur qui le porte. Parce que n'oubliez pas que c'est lui qui tient ça, l'appareil d'assurage, et qu'au bout il y a vous, le grimpeur. Donc c'est lui qui vous maintient en vie. Donc, il vaut mieux que ce soit l'assureur qui porte le casque. Mais, quoi qu'il en soit, peu importe, mettez des casques. Bon, avec tout ça, je pense avoir fait le tour de tout le matériel dont vous aurez besoin. J'aurais pu rajouter la magnésie, mais ça, j'imagine que vous connaissez déjà. On la retrouve en poudre, en boule, liquide. Prenez de la magnésie, ça, vous vous en fichez un peu. Avec ce que je vous ai montré, on a vu le matériel, disons, de base que tout grimpeur, ou au moins couple de grimpeurs, devrait avoir. Évidemment, si jamais vous faites que du bloc, encore plus en salle, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Des chaussons et votre POF suffiront largement. Toutefois, dès que vous voudrez sortir en falaise, il va être difficile de faire l'impasse sur ce que j'ai présenté précédemment. Évidemment, pas besoin d'acheter tous les éléments d'un coup, prenez-les au fur et à mesure, et pour ceux que vous n'avez pas, empruntez-les à un copain, en vérifiant évidemment qu'il soit en bon état. Pour ce qui est du budget que ça représente, vous devrez compter environ 5 ou 600 € pour tout ce que j'ai présenté. Mais rappelez-vous, même si c'est une somme importante, c'est votre vie qui est au bout, et elle vaut largement plus de 5 ou 600 €.
Évitez aussi d'acheter d'occasion, vous savez pas comment le matériel a été traité ou entretenu. Prenez soin de votre attirail, et surtout, éclatez-vous.